Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale. Le Premier ministre a visité hier la ligne du métro d'Abidjan, notamment celle qui part d'Anyama à Port-Boué. Patrick Achi a annoncé à cette occasion le démarrage des travaux de libération des emprises. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Des passagers spéciaux ce mardi à la nouvelle gare d'Anyama. Le Premier ministre Patrick Achi a s'écouté les ministres de la Communication, de la Construction et du Transport. Un peu plus d'une heure de travail sur les rails pour prendre la pleine mesure du chantier du métro d'Abidjan qui entre dans sa phase active. Sur instruction de M. le Premier ministre, on est en train de mener des réflexions avec le ministre de la Construction et les autres ministres concernés pour qu'il y ait une dimension beaucoup plus sociale qu'en matière d'urbanisme pour développer autour du métro de nouvelles villes. De nouvelles villes qui pourraient bien prendre en compte une problématique actuelle, celle du décongestionnement du Grand Abidjan. Aujourd'hui, les possibilités que nous avons d'extension de la ville d'Abidjan, c'est Benjerville, c'est Songon, c'est Anyama et c'est Bassam. Donc c'est la périphérie de la ville d'Abidjan. Et à l'intérieur de la ville d'Abidjan aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de possibilités. Alors que là, nous nous rendons compte qu'avec ce projet, nous pouvons tout à fait dégager du potentiel de construction dans la ville d'Abidjan. Donc c'est dans l'intérêt des populations qui seront plus proches, qui vont pouvoir se déplacer plus facilement. Long de 37 km, le métro d'Abidjan, au-delà de l'impact sur la fluidité routière, devrait booster l'économie des communes-gares et leurs premiers magistrats en ont pleinement conscience. Je pense que l'impact sera très important pour la population d'Anyama. Le projet du métro va nous apporter d'abord le développement parce que ça va créer des emplois. Ça va nous permettre aussi de moderniser un tant soit peu notre commune en termes de logement, en termes de structures commerciales, puisque Adjamé est une commune de commerce. Avec le démarrage imminent des travaux suite aux phases d'identification du tracé et des gares, l'heure est à la libération des emprises. Nous sommes venus avec bien sûr les ministres concernés, le ministre du Transport, le ministre de la Construction, mais également avec les maires qui ont sensibilisé les populations pour que les choses se fassent de la manière la plus humaine possible. Mais également regarder à travers ce projet avec le ministre de la Construction et de l'Urbanisme le côté aménagement urbain, réaménager avec des logements sociaux, avec des logements à loyer modéré, en phase et en adéquation avec la qualité et les standards du métro qui vont être mis à disposition. Pour le chef du gouvernement, ce projet va transformer la capitale économique ivoirienne. Beaucoup de populations, vous allez vous rendre compte qui aujourd'hui privilégient d'autres quartiers, vont s'orienter vers Anyama, Abobo, parce que naturellement, avec ce métro, ils sont à pratiquement 10-15 minutes et d'Adjamé, et du plateau, et de Port-Boué. Donc c'est un projet majeur et il était important qu'avec les ministres, on fasse une dernière visite avant que les acteurs opérationnels sur le terrain véritablement se mettent à l'œuvre. Donc aujourd'hui, on est extrêmement satisfait. Ce n'est pas uniquement un métro qu'on construit, mais c'est véritablement la ville qu'on transforme. Ça va être l'un des projets phares, je crois, au cours des 5 prochaines années parmi les réalisations du président de la République. Le trafic du métro est prévu dès le démarrage à 500 000 passagers par jour, transportés par environ 20 rames qui circuleront toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe. Le tronçon de 37 km lui reliera Anyama à Port-Boué en 50 minutes. Après le foyer de grippe aviaire déclaré à Grand-Bassam, le début de l'enfouissement de milliers de poulets tués se poursuit. Sont prévues 5 fosses de 12 mètres de longueur pour accueillir les poulets abattus sur le foyer en présence du virus H5N1 et sur les sites environnants dans un rayon de 3 km. Les investigations sont toujours en cours. La zone est quand même entourée par des plans d'eau où beaucoup d'oiseaux migrateurs se reposent. Donc voilà une source possible. Mais la deuxième source aussi possible, c'est le commerce. C'est le commerce. Vous êtes sans ignorer que nos voisins ont fait la maladie, notamment le Ghana, qui a fait la maladie il y a plus de 2 semaines. Et il y a le Mali, une semaine avant, qui avait fait aussi la maladie. Donc on a 2 pays limitrophes qui ont été atteints par le virus. Donc
Les échanges commerciaux aussi peuvent être à l'origine. Toutes les procédures de police sanitaire qui permettent d'éteindre le foyer sont en cours. Et tout se passe bien avec la bonne implication aussi des éleveurs, de la notabilité locale, mais aussi de l'administration locale, notamment la préfecture, la mairie, la gendarmerie et même de la direction de la santé. C'est une gestion multisectorielle qui est en cours aujourd'hui pour pouvoir éteindre le foyer. Les cas contacts de la patiente atteinte du virus Ebola sont vaccinés. Le ministre de la Santé est allé constater de visu cette opération. Un déplacement qui vise également à rassurer les populations. C'est ce que nous dit Salima Toudia. Au quartier Alakro, dans la commune de Cocody, les habitants ont appris la nouvelle du premier cas confirmé d'Ebola en territoire ivoirien. La patiente en question est une habitante du quartier. J'ai donné l'ordre à mes jeunes d'annoncer la maladie à la population d'Alakro de venir faire vacciner. Donc c'est ce qui a été fait ce matin. Il y en a qui sont sortis, qui sont allés au travail, mais d'ici le soir, ils seront là encore pour se faire vacciner. La solidarité demeure. Les populations ont été rassurées de l'état de santé de la patiente qui est à ce jour stable. Pierre Dimba, sur le terrain, est venu constater de visu la séance de vaccination des cas contacts. Oui, mais c'est ici qu'a atterri la patiente. Dès qu'elle est arrivée à 20h à la gare d'Agamé, son conjoint étant ici, donc c'est ici qu'elle a séjourné, c'est d'ici qu'elle est allée à l'hôpital. Donc toutes ces personnes qui l'ont côtoyée doivent faire l'objet d'observation. Mais c'est pour ça que nous les vaccinons pour les protéger. L'objectif est de rompre la chaîne de contamination pour éviter que cette maladie se propage. La barre des cas contacts vaccinés continue d'augmenter. Ah oui, aujourd'hui on va franchir la barre de 500 personnes vaccinées. Ici on vaccine au CHU, on vaccine à Treichville, mais il y a d'autres quartiers d'Abidjan où d'autres passagers sont allés et donc les vaccinations se poursuivent dans ces cas. Le ministre a également visité les services d'urgence du CHU de Cocody, puis la clinique de Marcory, où le personnel soignant contact a été rassuré quant à la prise en charge par le gouvernement. Autre volet de l'actualité, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a organisé un séminaire de formation à l'attention des journalistes. Une quarantaine d'hommes de médias formés sur le cadre juridique et réglementaire des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. Cheikh Koné. Réforme législative et réglementaire pour un meilleur encadrement des secteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. C'est le principal thème qui a sanctionné cette journée intense de formation et d'information. À tour de rôle, les directions du domaine urbain, de la simplification et de la sécurisation des actes, ainsi que celles des affaires juridiques et du contentieux, ont expliqué à la presse les réformes entreprises par le ministère. Un atelier assez instructif, comme je l'ai dit tantôt, on a appris beaucoup de choses. D'abord pour nous journalistes, ça nous permet justement de mieux appréhender la question justement des conflits fonciers qu'on est amené à gérer justement dans le cadre de l'exercice de notre métier. Dans le cadre de la formation, on s'est rendu compte que pour la construction d'un immeuble, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, il se trouve que certains promoteurs usent de certaines astuces pour contourner la loi. Une formation qui tombe à point nommé. Selon le ministre Bruno Nabayokone, elle permettra de lutter contre la désinformation. La principale cause de la désinformation, c'est quoi? Bien souvent, malheureusement, c'est la méconnaissance. C'est l'ignorance, la méconnaissance des règles, des principes. Et dans tous les secteurs d'activité, cela existe. Et dans le nôtre, cela est aggravé, j'insiste bien sur le terme aggravé, par la méconnaissance des règles et par la technicité des sujets qui sont traités. Le ministre de la Construction a par ailleurs appelé les performances réalisées à la tête de son ministère depuis sa nomination. Il a égrené plusieurs projets dont le bail à usage d'habitation ainsi que l'accroissement des ACD signés. En 2020, nous avons signé au niveau ministériel plus de 17 000 ACD, là où la moyenne était de 5 500 ACD au cours des 5 années précédentes, c'est-à-dire depuis la réforme de l'ACD. Je vous invite à faire en sorte que nos populations aient désormais recours, ou systématiquement recours à ce contrat de bail type élaboré et mis sur le marché par le ministère. C'est un document qui est authentique, c'est un document qui est sécurisé. Nous avons voulu faire un prix
forfaitaire qui est le même sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce prix, c'est 5 000 francs. Cette session de formation a enregistré la participation d'une quarantaine de journalistes. Elle entre dans le cadre d'une vaste campagne de communication auprès des populations. Du football à présent, la Côte d'Ivoire aux côtés de l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulé hier au Cameroun. Jean-Sylvain Ressot. Ce sont les anciennes gloires du continent, Rabat Madjer, Didier Drogba, Samuel Eto'o et Asamoah Gyan, qui ont décidé du sort des 24 nations qualifiées pour la CAN de football qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La Côte d'Ivoire a hérité de la poule E où elle affrontera l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Pays hôte et quintuple vainqueur du trophée, le Cameroun évoluera dans la poule A en compagnie du Burkina Faso, de l'Éthiopie et du Cap-Vert. La poule B comprend le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. La poule C est composée du Maroc, du Ghana, des Comores et du Gabon. Le Nigeria et l'Égypte sont les favoris de la poule D. La Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie sont les équipes de la poule F. Le match d'ouverture opposera le Cameroun et le Burkina Faso. Dans le reste de l'actualité, le tribunal militaire de Ouagadougou a fixé au 11 octobre prochain l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné le 15 octobre 1987 au cours d'un coup d'État portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré. L'ex-président et plusieurs autres personnes sont inculpées dans ce dossier. Il a fallu 34 ans pour qu'arrive ce jour tant attendu, selon l'un des avocats des familles des victimes. En Afghanistan, le Mollah Abdullah Ghani Baradar, cofondateur et actuel numéro 2 des talibans, est arrivé à Kandahar ce mardi. Il menait jusque-là l'équipe de négociation du mouvement. À Doha, au Qatar, à Kaboul, leur porte-parole a tenu la première conférence de presse depuis leur prise de pouvoir et il s'est attaché à délivrer un message se voulant rassurant tant à l'égard des Afghans que de la communauté internationale. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.